Alors à ce soir, Sébastien, tu es vraiment sûr de vouloir rentrer à pied? Je tends à maman une joue où elle dépose un baiser rapide, pendant une seconde ou deux. Son parfum m'enveloppe, piquant, pimenté, un parfum que je crois avoir toujours senti, depuis mes premières sensations de bébé. Je saute de la voiture, je répète. Tu sais bien que je préfère zoner un peu. Elle me sourit, détourne la tête. Ses cheveux blancs sont serrés dans un bonnet en plastique orange. Elle porte de grosses lunettes à verres spéciaux. De profil, elle ressemble à un aviateur des temps héroïques. Le moteur tousse et la voilà partie dans une gerbe scintillante. Je suis des yeux un moment sa voiture rouge qui laisse derrière elle un sillage pareil à celui d'un hors-bord. J'exagère à peine et je franchis le portail du collège Gérard Philippe. Ça déchire que tu viennes en bateau, toi. La prochaine fois, je ferai comme toi, Helal. Je viendrai à la nage. Plaisanterie traditionnelle qui nous font toujours rire. Saïd Helal habite non loin du collège, plus bas sur la colline dans une cité. Je me demande si cette cité n'a pas déjà les pieds dans l'eau, ou même les mollets, mais ça, je n'ose pas lui demander. Les plaisanteries ont des limites. Dans la cour, je vais d'un groupe à l'autre pour écouter les nouvelles. Avec les capuches, les bonnets de plastique, les chapeaux plus ou moins bizarres et toutes les couleurs dont nous sommes tous coiffés. La cour ressemble à une forêt de champignons, mais à part quelques filles, personne n'a envie d'aller se mettre à l'abri des arcades. Une manière de défi peut-être, une manière de se faire croire que rien ne change. Pourtant ça change. Par exemple, il nous arrive de glander des heures entières dans la cour, parce qu'il y a de plus en plus de profs absents. Les problèmes matériels mis à part, je peux comprendre ce qui se passe dans leur tête. Ça doit être difficile d'enseigner l'histoire quand son tissu se défait comme un pullover quand on tire sur une maille. Ainsi que nous le disait la semaine dernière M. Ferniaud, et encore plus vain de faire des cours de géographie quand elle se modifie tous les jours, à mesure que l'eau rouge les côtes, range les côtes. Vous êtes la quatrième A2, vous pouvez aller dans une salle si vous voulez, mais Madame Marcelin ne viendra pas aujourd'hui. Il paraît que son mari a été emporté par la rivière en crue, un pont qui s'est effondré alors qu'il y passait en voiture. C'est un surveillant qui est venu nous donner la nouvelle. Il nous regarde, on le regarde, on se regarde, mais personne ne fait le moindre commentaire. Le surveillant hausse les épaules et repart à travers la cour à grandes enjambées dans la mare qui couvre le goudron. Ben quoi, ça fait un noyé de plus, finit par lancer une voix anonyme. Personne ne répond. La noyade, depuis une semaine ou deux, serait passée en tête des causes de mortalité dans le pays. Dans d'autres aussi, probablement. C'est même devenu le principal sujet de conversation. Monsieur Dupont s'est noyé. Madame Durand a été emportée par une crue. La famille Dutronc a disparu dans l'effondrement de leur maison. Maintenant, en tout cas, il ne nous reste plus qu'à attendre le cours suivant. Le seul de la matinée est le cours de physique. Le plus drôle, mais en vérité ça ne l'est pas tellement, c'est qu'il porte sur le principe d'Archimède. Mais on a bien vu que le terrible monsieur Melznick, si dur d'ordinaire, un vrai Saddam, comme dit Saïd, n'avait pas trop la tête à ce qu'il disait. Quand la sonnerie nous a libérés et que je suis passé devant lui pour sortir, je l'ai entendu grommeler dans sa barre. Nous payons par toutes les bêtises de l'humanité. Une réflexion qui n'avance pas à grand-chose et qui m'a presque mis en colère. Je ne me sens coupable d'aucune bêtise et je ne vois pas pourquoi je payerai pour le reste de l'humanité. N'empêche que cette phrase m'a trotté dans la tête tout le reste de la journée, qui s'est déroulée sans incident notable. J'ai mangé à la cuisine, à la cantine self-service qui fonctionne encore normalement, et l'après-midi nous avons 1 ou 2 heures de gym avec Joe Brainard, qui a réussi à garder sa bonne humeur. Seulement, la quatrième A2 étant réduite de moitié, il nous a été impossible de constituer des équipes de basket. Et comme on doit de toute façon rester dans le gymnase, ça a été muscu et muscu. La sonnerie de 16h30 a libéré le flot habituel de cirés multicolores. Mais contrairement à ce qui se passait avant est-ce que c'est déjà si loin? Quand des groupes se formaient aux abords du collège pour bavarder et fumer, tout le monde s'est dispersé en un clin d'œil, à pied ou dans la voiture de parents inquiets. Parce que circuler en cyclomoteur, c'était encore une chose qui faisait partie de l'avant. J'ai fait comme beaucoup d'autres.
j'ai pris seul le chemin de chez moi. Hé, Drac, tu m'accompagnes? Hélas, mon pote Claude Draklin n'était plus là. Mes bottes s'enfoncent parfois dans 10 centimètres d'eau boueuse. Toute cette eau, elle ruisselle à travers les rues en pente. Elle s'accumule dans la plaine qui ressemble à un lac d'étain où surnage le toit des pavillons isolés. Le plumet des arbres, les pylônes encore debout, les étages supérieurs des résidences modernes, dont certaines sont encore habitées, et bien sûr les ponts pentants, hâtivement construits par les pans et chaussés et par l'armée. Quand on parle du Doubs, un convoi militaire a brusquement débouché au croisement de l'avenue Ambroise-Croizat. Descendant à toute allure dans ma direction, je n'ai eu que le temps de me jeter sous un porche pour ne pas être écrasé, mais les vagues soulevées par les roues m'ont giflé avec violence. Le convoi a défilé, 12 ou 15 camions verdâtres, bâchés, aux vitres si opaques que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait personne dans les cabines. Je me suis demandé d'où ils venaient, où ils allaient, ce qu'ils faisaient. Maintenant, on voit des militaires partout. Ils font des travaux d'utilité publique. Ils aident à maintenir la cohésion de la nation, comme on nous le serine à la télé. Il me faut environ 3 quarts d'heure entre le collège Gérard Philippe et chez moi. Avant, je prenais la navette, mais elle ne fonctionne plus, et alors? Je n'ai pas menti à maman. J'aime bien marcher dans les rues inondées où l'on ne voit presque plus personne. Plus personne. J'ai aperçu la Norac rouge à mi-chemin de chez moi. Elle était juchée sur le capot d'une voiture abandonnée, sous le vent d'un garage fermé. Elle fumait. Elle, c'est Aïcha. Aïcha est une fille de ma classe, ou plutôt, c'est une fille de ma classe. Parce que ça doit bien faire 4 ou 5 semaines qu'elle n'a plus mis les pieds au collège, même si parfois elle vient rôder à la sortie pour voir ses copines, et aussi ses copains, pour être franc. Aïcha manquait déjà souvent la classe quand les conditions étaient normales. Mais ça ne me regarde pas. J'ai attendu qu'elle me fasse signe avant de traverser la rue, sinon j'aurais peut-être fait semblant de ne pas la voir, ou alors juste un geste en passant. Nous n'avons jamais été spécialement tout pot. Aïcha et moi. Je me suis appuyé à la portière de la bagnole où elle était juchée. Une Mercedes. C'est dingue que des gens abandonnent une tire de cette valeur. Encore un changement à mettre sur le compte des temps. Alors, Marchetti, on prend sa douche? J'ai cherché quelque chose de drôle à répondre, mais je n'ai rien trouvé d'autre que si tu crois que ça m'amuse. Aïcha habite très en dehors de la ville, dans une cité où je n'ai jamais mis le pied et qui n'a pas très bonne réputation. Voitures brûlées et trafic de drogue, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est encore une chose qui ne me regarde pas. Elle est nettement plus vieille que moi, 15 ans, peut-être 15 ans et demi. Elle se met du rouge à lèvres, ses cheveux sont nattés à l'africaine, elle se donne une vague allure punk ou punkette, même si c'est passé de mode depuis 10 ans. C'est une jolie fille qui a tout ce qu'il faut partout, pour reprendre une expression que j'ai entendue dans la bouche de je ne sais plus qui. Si ça t'amuse pas, pourquoi tu continues d'aller à l'école? Parce que ça sert avec ce qui nous attend. Elle a jeté avec nonchalance sa cigarette qui a semé une ribambelle d'étincelles pourpres avant de se noyer dans l'eau stagnante. Mal à l'aise, j'ai donné un coup de pied dans un enjoliveur. Tu le sais, toi, ce qui nous attend? Personne ne le sait, alors autant continuer à apprendre. Les connaissances, ça sert toujours. Ça la fait rire, pas méchamment. Optimiste, hein, Marchetti. Je parie que le Starbé est toujours en train de bosser sur son engin, si tu crois. J'ai mis quelques secondes avant de réagir. Le Starbé, c'est de mon père que tu parles. Tu pourrais être poli, non? De quoi tu te mêles? Si t'es pas capable d'autre chose que te foutre de la gueule des gens, salut. J'ai tourné les talons et je suis reparti, en mettant le plus de dignité possible dans la raideur de mon dos. Aïcha a lancé. Allez, Marchetti, je déconne, reviens. Mais je ne suis pas retourné. À la maison, j'ai retrouvé le branle-bas habituel. Papa travaillait et je savais bien qu'il n'avait fait que ça toute la journée. Il est ingénieur génial, comme le répète maman, ce qui ne l'avait pas empêché de perdre son travail 4 mois plus tôt. Dégraissage, selon l'expression consacrée. Sa seule réflexion à l'époque avait été au moins maintenant, j'aurai tout mon temps pour moi. Et son temps, effectivement, il avait su comment le remplir. Je l'ai un peu aidé avant le repas. Ensuite, je me suis installé devant la télévision. Je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit.
Je pensais toujours à ce mot prononcé par Aïcha, le starbé. Je sais bien que depuis que ces travaux ont pris de l'importance et qu'ils sont visibles de la rue, papa a déjà récolté pas mal de noms d'oiseaux, de la part de voisins ou de soi-disant amis. Il s'en moque comme de sa première chemise, je sais, mais qu'une fille de ma classe vienne claquer du bec sur le sujet, ça ne me plaisait pas. Mais alors, pas du tout. J'ai cessé de penser à elle en me plongeant dans les actualités, commentées par un présentateur à la mine sombre. Dans les Alpes suisses, les torrents ne cessent de grossir, emportant des villages entiers sur leur passage. Au Bangladesh, mais le Bangladesh n'existe plus. Il n'est plus qu'un trou émietté sur la côte indienne, qui ressemble à un gigantesque fromage mou dans lequel un géant affamé a planté ses dents. En Italie, Venise achève de s'enfoncer dans la mer. Cette fois, c'est bien la fin d'une des plus belles villes du monde. La mer du Nord déferle vers l'Europe, sans cesse gonflée par la fonte des glaciers du pôle. Le Danemark, la Hollande, la Belgique, la Normandie sont amputés chaque jour de dizaines de kilomètres carrés. Voyez cette flottille hétéroclite de barques, de radeaux, de vieux rafiaux, d'invraisemblables conglomérats faits de briques et de brocs, tous reliés entre eux. Sur cette véritable île flottante, des centaines de milliers de familles fuient leurs terres bleues par l'eau. Ces nouveaux boat people ont été arrachés à l'archipel indonésien. Il y a eu d'autres images encore, accompagnées de commentaires plus ou moins pontifiants. Puis l'émission s'est interrompue, laissant place à une neige crépitante qui s'est mise à pleurnicher sur l'écran. J'ai zappé pendant 5 minutes, mais toutes les chaînes étaient pareillement devenues aveugles. Je me suis détourné pour voir les visages de papa et maman, pâles, dans la lueur de craie émanant du poste muet. La grosse patte de l'ours s'était posée à nouveau sur l'épaule de la belette. Il va vraiment falloir qu'on se dépêche, a-t-il murmuré, assez fort cependant pour que j'entende. Il s'est levé pour aller au garage. Moi, je n'arrivais pas à me détacher de l'écran mort. J'avais encore toutes ces images terribles dans la rétine. Terribles. Bien banal pourtant, la phrase de M. Melznick m'est revenue en tête. Nous payons pour toutes les bêtises de l'humanité. Il avait peut-être raison, parce que je sais bien comment on en est arrivé là, à ce nouveau déluge. Comme les médias n'ont pas manqué de baptiser l'événement, papa m'avait expliqué mieux que tous les commentaires officiels. À force de balancer dans l'atmosphère des milliards de tonnes de gaz carbonique et autres cochonneries, suite à la combustion forcenée des énergies fossiles, pétrole et charbon en particulier, la température moyenne du globe s'est élevée en 100 ans. Oh, pas de beaucoup, de même pas de degrés. Mais c'est pourtant suffisant pour provoquer des changements climatiques qui vont, en s'aggravant, des tempêtes monstrueuses en Europe, des cyclones gigantesques qui ravagent l'hémisphère sud, des sécheresses sans précédent en Afrique, en Asie centrale, en Amérique centrale et surtout l'accélération de l'évaporation des eaux océaniques, des milliards de mètres cubes de vapeur d'eau qui se sont condensés au-dessus de nos têtes, formant autour de la planète une impénétrable couche de nuages. Et il s'est mis à pleuvoir, cette pluie lourde et chaude que nous connaissons bien, que nous subissons sans trêve, cette pluie lourde et grasse, noire de toute la pollution ramassée en chemin. La pluie a commencé fin novembre, après un automne étouffant. Il n'y a pas eu un gramme de neige, pas d'hiver, à cause de ce déluge d'eau. Sans oublier la fonte de la glace des pôles, l'eau a commencé à monter, et monte encore. Nous sommes déjà à la fin mai. La pluie ne s'est pas arrêtée, même un jour. 6 mois de pluie ininterrompue sur la presque totalité de l'Europe. Voilà à quoi j'ai pensé face à l'écran neigeux. J'avais tout mon temps. Les émissions n'ont pas été rétablies, ni ce soir, ni le lendemain, ni jamais.